Merci, bonjour à tous. Merci Alexandre pour cette présentation. Je ne sais pas si je suis tout à fait méritant de ce que tu as dit. Je voudrais quand même corriger quelque chose sur BSN 10. Je suis copilote de BSN 10 puisque nous pilotons à deux avec Paul-Antoine Hervieux de l'Université de Strasbourg. Je vais parler du paysage des données de la recherche, mais je pense que je vais dire aussi des choses qui ont déjà été dites par Michel Marian. Mais c'est bien, parce que la pédagogie, ça passe aussi par la répétition. Donc, je vais essayer de les dire sous une autre forme. Donc, le challenge qu'on m'a mis, c'est effectivement de parler un peu du paysage global. Je vais évidemment pas avoir le temps de tout aborder, surtout qu'on est déjà en retard. Donc, je vais essayer de faire assez vite. Et on gardera certainement un peu de temps pour les questions, mais surtout au cours de la journée. Moi, je reste là toute la journée, donc on aura certainement du temps pour discuter en fonction des interventions des autres acteurs. Quelques banalités peut-être pour démarrer, pour dire qu'effectivement aujourd'hui on est dans une modification des pratiques de sciences qui sont liées essentiellement à l'avènement du numérique, et ça c'est vrai dans toutes les disciplines, et que de ce fait toute science est aujourd'hui beaucoup plus collaborative, beaucoup plus interdisciplinaire, plus réactive, plus citoyenne et on l'espère plus partagée. Alors partagée dans les résultats et en particulier dans le partage des données qui sont associées aux publications et toutes ces données qui sont, sur lesquelles sont construites les connaissances scientifiques. Alors oui, toutes les sciences ne sont pas logées à la même pardon, excusez-moi, toutes les sciences ne fonctionnent pas de la même façon, on peut dire, et les sciences comme les mathématiques ou la logique formelle sont dans des systèmes de raisonnement extrêmement déductifs. Les sciences expérimentales ont leur façon de procéder dans des environnements de collecte de données extrêmement contrôlés, sur des hypothèses, etc., et travaillent sur des masses de données depuis fort longtemps. Et aujourd'hui arrive ce développement de l'analyse computationnelle et de la prééminence des données et de ce qu'on appelle, oui, ça vient avec l'open science, l'e-science, la science 2.0, tous ces concepts qui sont nés avec le développement de l'open science. Alors, c'est bien d'exploiter des données, des grandes masses de données, c'est bien que ces données soient bien gérées, bien traitées, etc. Alors effectivement, ça correspond à ce que Tony Hay, en 2009, dans le livre « Quatrième paradigme », faisait ressortir, cette idée qu'effectivement, on en est aujourd'hui au quatrième paradigme de la science, après une suite de sciences expérimentales, sciences théoriques, sciences computationnelles, et maintenant une science exploratoire, qui est une science basée sur l'exploitation des données, qui introduit des mécanismes inductifs, beaucoup plus que des mécanismes déductifs dans la construction des connaissances, et qui vont essentiellement sur la reconnaissance dans des grandes masses de données, de corrélations et de relations entre des éléments. On est même allé jusqu'à dire que ce déluge des données rendait la méthode scientifique obsolète. Je pense qu'il ne faut quand même pas tout à fait aller jusque-là. Le mode déductif a encore des beaux jours devant lui, même si le mode inductif ou abductif de construction des raisonnements amène une nouvelle forme et que toutes ces méthodes sont évidemment complémentaires. Les corrélations, oui, c'est bien de faire des corrélations. Regardez, là, il y en a qui marchent très bien. Hein, c'est-à-dire la consommation de fromage mozzarella est très bien corrélée avec la délivrance des doctorats en génie civil. Hein. Donc, oui, il y a des très belles corrélations. Celle-là est bien aussi. Regardez, le taux de divorce dans l'état du Maine et la consommation de margarine par habitant, c'est parfaitement corrélé. Bon, il faut se méfier des corrélations. Bien sûr, ça, c'est voilà, pour blaguer un peu. Néanmoins, on a aujourd'hui, avec l'avènement des données et des traitements sur les données, et donc de tout ce qu'on peut appeler le text et data mining aussi, qui en découle, des nouveaux moyens de construction de connaissances qui sont extrêmement intéressants. Alors venons-en à discuter un peu des définitions autour des données de recherche, puisque dans le processus de recherche, les données sont importantes, mais elles n'ont pas le même poids ni la même définition dans toutes les disciplines, et donc c'était intéressant de regarder un peu ce qui se fait. Ça, c'est une définition que j'aime bien personnellement, mais je les aime un peu toutes, elles ont toutes leur intérêt, mais celle-ci est assez large. Il y a eu un concordat sur les données de recherche,
qui a été produit par les Britanniques, les conseils de recherche britanniques, l'ensemble des universités britanniques, le Haut Conseil pour l'enseignement supérieur. Et cette définition fait globalement consensus aujourd'hui, et pas qu'au Royaume-Uni, c'est que les données, c'est effectivement ce qui sert à valider les découvertes et finalement les connaissances qui sortent des processus de recherche. Et que ces données peuvent être qualitatives, quantitatives, et que tous les moyens sont bons et toutes les formes d'expression et de collecte de ces données qui servent au raisonnement sont valides. Que ces données peuvent être primaires ou secondaires, ou dérivées de données primaires, ou dérivées de sources préexistantes. Dans les sciences humaines et sociales, on travaille beaucoup sur des données qui, je sais pas, des données d'élection, des données de questionnaires, etc., des choses comme ça qui peuvent être préexistantes et qui méritent d'être interrogées. Toutes ces données sont évidemment extrêmement utiles et font partie de ce qu'on appelle les données de recherche. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que ça peut inclure, okay, mais qu'il ne faut pas oublier que le premier intérêt de gérer les données de recherche, c'est bien de valider, d'être là pour valider. Et que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire que les processus qu'on va appliquer aux données de recherche, et en particulier devant aboutir au partage et à la revisitation éventuelle, c'est quelque chose qui est le premier critère. Et donc, il faut absolument avoir présent à l'esprit que la validation de la science par examen des données est quelque chose d'extrêmement intéressant et quelquefois nouveau. Il faut dire que très souvent, certains papiers ne pouvaient pas être vérifiés simplement parce que les données n'étaient pas disponibles. Alors bien sûr, on est dans un contexte d'open science, donc les données ouvertes sont quelque chose d'important et qu'il faut les définir comme étant des choses qui sont librement accessibles et partagées, donc utilisables et réutilisables. Mais bien sûr, avec une réserve que toutes les données peuvent ne pas être ouvertes pour des intérêts particuliers. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais que, bien sûr, c'est un principe premier de les ouvrir, mais qu'il peut y avoir des limitations. Voilà, cette définition, qui est la définition britannique, elle est largement similaire avec celle que l'on trouve, qui est la définition du programme Horizon 2020 dans les guidelines de Open Access. On est bien là aussi dans cette même définition de données qui sont la base du raisonnement, de la discussion et des calculs. C'est ça qui doit être rendu accessible et partageable. Alors bien sûr, il y a aussi dans le cadre d'Horizon 2020, puisque c'est l'intérêt de pouvoir les réutiliser, cette idée qu'on se focalise sur des données qui sont numériques. On est bien là aussi dans une logique de potentialité computationnelle de réutilisation des données. Ça ne veut pas dire que les autres données ne doivent pas être également préservées et rendues accessibles. Alors, qui dit données dit nécessité de développer des services, et on discutera des services au cours de cette journée, entre autres. Mais donc, il faut voir que les données, c'est plein d'ensembles. Alors, j'ai volontairement pris cette diapo, elle date de 2008. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas tout neuf comme concept. Cette idée que pour lier tous ces types de données qui sont intéressantes à avoir, il faut des infrastructures et que ces infrastructures doivent rendre accessible et partageable cet ensemble-là. Donc, avoir en tête que le développement des infrastructures, c'est quelque chose d'extrêmement utile, parce que c'est ça qui va permettre de développer, de stabiliser des services, et que du coup on s'intéresse à services, mais pour qui? Alors bien sûr, dans le cadre d'Horizon 2020, on parle à des chercheurs, dans le cadre des définitions que je vous ai dit, on parle à des chercheurs, mais le public potentiel des données de recherche, c'est pas strictement les chercheurs, c'est beaucoup plus que cela. Et il faut bien imaginer encore que les processus de curation, et là je m'adresse aux professionnels de l'IST qui sont dans cette salle, les processus de curation, les processus de préservation, les processus de description de ces données de la recherche, c'est bien sûr ce qui va permettre, in fine, de définir des services
spécifiques pour des catégories de publics spécifiques. Et il est important de voir qu'on va là des décideurs au public averti et qu'on a là, il faut avoir ça à l'esprit, une quantité de publics différents qui ont des attentes différentes, mais qui sont très intéressés par une valorisation des données. Alors j'ai dit initialement que toutes les disciplines effectivement n'en étaient pas au même stade de maturité et de maturation. On a les disciplines comme la physique des hautes énergies, etc., qui sont très orientées vers des grands instruments, des pratiques de collecte et de production de grosses masses de données et qui sont déjà très avancées dans la notion d'organisation, d'infrastructure et de partage. Au contraire, à l'autre bout, les sciences citoyennes sont assez balbutiants. On n'a pas encore beaucoup d'infrastructures qui permettent de fonctionner dans ce système-là. Les humanités numériques, certes, démarrent et sont en train de gagner leur lettre de noblesse, et tant mieux, mais il reste du chemin à parcourir. Et donc, cette notion de science guidée par les données n'est pas partagée en ce moment par toutes les disciplines de façon égale. On voit qu'en termes d'infrastructures de base, tout le monde est relativement bien servi. À l'échelle, aujourd'hui, il n'y a plus, en tout cas, plus tellement de limitations sur les moyens réseau et les moyens de calcul. En tout cas, ça continue à se développer, même s'il y a toujours des demandes. Le niveau des services, lui, continue à se développer. C'est très bien. Il y a là un certain nombre de services qui sont cités, mais on voit bien que certains types de services sont très disponibles dans certaines disciplines et pas encore tout à fait dans d'autres. Par contre, le niveau de la gouvernance au niveau national, voire international, voire européen, mais même mondial, sur certaines disciplines est déjà très présent, très organisé, en particulier les disciplines qui travaillent sur des grands équipements qu'ils partagés. Je pense à l'astrophysique ou à des disciplines de ce type-là. Mais dans certaines autres disciplines, on est au balbutiement de l'organisation d'infrastructures internationales de partage. Mais ayons ça à l'esprit qu'il y a des chemins différents et des vitesses différentes selon les disciplines. Vous voyez, à l'échelle européenne, ce que ça peut donner, ça foisonne, c'est bien. Maintenant, il faut un peu organiser tout cela. Sur la base, on a bien c'est bien, c'est l'exemple européen, une infrastructure de réseau qui fonctionne, l'infrastructure géante. On a au-dessus une couche de computing distribué qui marche relativement bien. Au-dessus de ça, il faut installer une infrastructure des données scientifiques qui se rassemble par grands ensembles. Alors on a énormément d'initiatives, énormément de projets qui ont été, et vous en reconnaîtrez certainement certains, qui se développent. L'important est de bâtir des infrastructures qui soient, si possible, interopérables, mais que déjà dans chaque discipline, on puisse s'échanger énormément d'informations, qu'on ait en ce qui concerne les données, et là je me limite aux données, des bonnes pratiques similaires, homogènes, qui permettent justement de développer ces infrastructures de partage et de le faire à l'échelle internationale. Alors, quels sont les acteurs autour de ce développement des infrastructures ? Construire une infrastructure, c'est un petit peu... il faut trouver le mouton à 5 pattes. C'est les gens qui sont capables d'intégrer l'ensemble des fonctions associées à ces infrastructures efficaces. Ce qu'on peut dire, c'est que s'intéresser aux données de la recherche, ça nécessite 3 piliers. Un pilier chercheur, un pilier scientifique. C'est finalement le chercheur qui va utiliser ces données, le premier, qui va les créer, les collecter et en décider du futur. En général, on trouve ce que j'ai appelé l'informaticien, disons les moyens techniques qui se trouvent autour, en appui du chercheur, et le personnel IST. Et ce triptyque, c'est pas dans une seule tête qu'on a tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut développer à l'intérieur des laboratoires la possibilité d'avoir de l'échange et du dialogue et de l'entente et de la coordination sur le thème de la gestion des données de recherche entre ces 3 composantes. Le chercheur ne peut pas ignorer que le personnel IST est important.
pour le devenir, la description, le travail de curation autour des données. Et là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me bats depuis plusieurs années, c'est que ces personnels IST soient sensibilisés déjà à l'approche que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de gérer des données. On en parlera, puisqu'on parlera des programmes de formation spécifiques à la gestion des données de la recherche. Alors, gérer des données, c'est d'abord les créer, les collecter. Ça, c'est le rôle du chercheur. Ces données vont se transformer en informations si on arrive de façon intelligente. Et là, il y a un vrai travail descriptif, de contexte, d'un ajout d'un contexte descriptif autour des données. Et ces données, finalement, vont être ensuite transformées en connaissances par les différents processus. Alors, voilà les acteurs. Le producteur de données et l'ensemble des producteurs, c'est-à-dire le chercheur, les moyens techniques associés, les moyens d'appui, vont être capables de produire des systèmes de collecte de données et de rajouter ces informations autour pour faire des ensembles qui soient cohérents, acceptables, avec l'idée que derrière, on va pouvoir dériver des services et donc des utilisateurs qui soient multiples, comme je l'ai dit. Donc, il faut aussi savoir gérer l'information pour qu'elle puisse être transformée en des services assez différents in fine. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que aujourd'hui, gardons cette même approche de producteur et d'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est que si on veut avoir des systèmes que les utilisateurs reconnaissent comme étant des systèmes de qualité, sur lesquels on a effectivement une capacité de réutilisation des données. Là, je parle bien d'infrastructures de données, là. Et sur lesquels on a un certain nombre de garanties, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de faire confiance aux données auxquelles on a accès. Ça, c'est la responsabilité des utilisateurs et les comportements des utilisateurs. De l'autre côté, les producteurs devront fournir des choses de qualité. Et là, il y a nécessité de faire rentrer et d'avoir présent à l'esprit que, en tant que professionnel de l'IST, en tant que personnel d'appui, on est garant de la qualité des informations qui constituent les infrastructures et que c'est un élément extrêmement important, à mon sens, du rôle de l'IST et des professionnels de l'IST dans le processus de construction de connaissances. On est là aussi pour penser aux différents usages et définir la façon dont les informations vont pouvoir être accédées. Cette enveloppe de métadonnées autour des données elles-mêmes est assez fondamentale. Et là, fondamentalement, je pense qu'il y a la nécessité de se considérer comme des acteurs de la confiance. Utiliser des données des autres, quand on est chercheur, c'est bien à condition qu'on ait confiance dans ces données. Et nécessairement, les infrastructures d'accès auxquelles les chercheurs ont accès ou auront accès seront basées sur ce système de confiance. Donc au centre, on a ces infrastructures qui sont des dispositifs pas seulement techniques, mais socio-techniques, dans lesquels on a ces éléments de confiance, dans lesquels on a des approches d'utilisation qui sont construites de façon ciblée pour différents publics et qui ont un certain nombre de vertus, d'être stable, de couvrir des éléments de complétude, d'être interopérable, et effectivement d'être des ensembles qui répondent à des besoins légaux, de développer des processus d'innovation importants pour justement être capable d'exploiter au mieux ces données, rapides, ouvertes, etc. Bref, toutes ces vertus, difficiles à mettre en œuvre, sont les vertus des infrastructures de recherche, des infrastructures de données qu'il faut absolument avoir pour le développement. Excusez-moi, je reviens ici. C'est quoi aujourd'hui ? C'est les objets qu'on manipule, c'est bien sûr des réservoirs techniques dans lesquels on va inclure des corpus de données, des portails d'accès, donc des méthodes d'accès à ces informations, des processus de traitement disponibles, et puis donc matériel et logiciel, mais aussi derrière des services à la carte avec des personnels d'appui. C'est cet ensemble-là qui garantit qu'une infrastructure va pouvoir fonctionner correctement. Alors, concourir à un meilleur partage des données, je vais accélérer un peu. C'est effectivement mettre en parallèle les pratiques des chercheurs, les pratiques des communautés, les politiques des institutions et les politiques des financeurs. Donc il faut faire avancer tous ces chantiers en même temps. Alors, conscience absolue
de la nécessité de faire avancer tout cela en même temps. Le processus d'open science et de développement des concepts d'open science au niveau européen et au niveau international, mais particulièrement au niveau européen, ont montré que c'était possible. Cette idée est née, moi je replace ça de façon un peu historique et je vous signale ce document qui est assez intéressant, qui est le développement de l'espace européen de la recherche. Il y a eu une analyse qui est faite par le Parlement, qui font des analyses un peu régulières, un peu historiques sur l'avenir des choses. Et ce document qui fait, je ne sais pas, une vingtaine de pages, il est extrêmement intéressant parce qu'il est replacé historiquement et on voit très bien l'évolution des concepts associés à ce qui naît aujourd'hui derrière les infrastructures de données et en tout cas l'open science. On voit apparaître l'e-science, on voit apparaître les concepts de données, d'infrastructures et toutes ces choses de science 2.0 et de partage, d'open access, etc. Et au fur et à mesure du temps, et on voit au fur et à mesure des communications de la Commission, au fur et à mesure des différentes avancées et des modifications législatives, ce que ça a pu donner. Donc c'est un texte extrêmement intéressant pour dire que, et Michel Marion l'a dit, l'open science n'est pas un concept nouveau, il naît d'un certain nombre de réflexions. Il y a aussi beaucoup d'associations de chercheurs, beaucoup d'associations qui ont participé à l'élaboration de tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui tombe, enfin je ne veux pas faire d'angélisme, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça n'est pas des technocrates bruxellois qui ont pondu ça. Il faut arrêter ce discours, on est là dans une œuvre vraiment construite. Alors aujourd'hui ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par, et ça c'est un autre document mais que vous devez connaître, qui est le résultat de la réunion d'Amsterdam au mois d'avril, et qui dit voilà vers quoi on va en termes d'infrastructure et de gestion globale de l'open science, et dans lesquels s'insèrent évidemment les données de la recherche et l'ouverture des données. Voilà, un certain nombre de choses, j'en ai noté 4 ici. Quitter les situations de blocage. Alors la loi numérique en France, c'est quelque chose. La révision de la directive européenne, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose également. Donc c'est la modification des règles de propriété intellectuelle. Faciliter le TDM, c'est le cas. Changer les modèles économiques de diffusion de la science, on est en plein dedans. Voilà. Changer les processus d'évaluation, on verra vers quoi ça va. Promouvoir des politiques de sciences ouvertes, etc. Développer des infrastructures de recherche, c'est évidemment fondamental. Et impliquer les acteurs de la recherche. On est bien là aussi dans cette idée qu'on est dans des dispositifs sociotechniques, c'est-à-dire il faut impliquer les communautés en tant que communauté et les chercheurs. Et bien sûr, la formation à tout cela est extrêmement importante et ce sera un des axes de la journée. Alors, ça se résume, voilà, une chose que je trouve très belle, c'est voilà une espèce de vision, c'est ça qu'il y aura demain. Les données, bien sûr, sont présentes partout. Un environnement pour pouvoir partager les données, c'est cette zone de confiance qu'il faut élaborer, qui est un dispositif technique, mais aussi social. Bien sûr, des procédures techniques pour lier les données, connexion, etc. Voilà, améliorer les processus scientifiques, bien sûr connecter les disciplines, et on a là, et favoriser bien sûr des services pour analyser et réutiliser les données de recherche. Donc vous voyez que dans cette notion du cloud de science qui est en train de se développer à l'échelle européenne, les données ont toute leur place. Donc voilà les ambitions, je les rappelle rapidement ici, mais l'open data, le cloud, la définition de métriques alternatives, et ça c'est une action qui mérite d'être signalée, mais parce que les données en tant que telles et leur disponibilité, leur réutilisation sont des éléments qui vont être intégrés aux métriques et donc aux moyens de mesure de la science et de l'activité scientifique. Et 4 mesures qui touchent directement les activités de recherche et les acteurs de la recherche. Le rewarding, effectivement, il faut modifier les processus d'évaluation des carrières des chercheurs, l'intégrité en recherche, bien sûr le développement de processus et d'amélioration de compétences, et la science citoyenne. Voilà les ambitions. Bien sûr, vous pouvez lire en filigrane l'importance des données dans toutes ces choses-là. En termes de gouvernance, l'open science à l'échelle européenne, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est un groupe qui vient d'être nommé là, cette année,
avec un certain nombre de groupes de travail. Bien sûr, il y en a un sur l'open data et sur l'ouverture, mais dans chaque groupe, on va discuter données. Partout, les données sont extrêmement importantes et je crois qu'on ne peut que se féliciter finalement que les données soient présentes un peu partout et soient au cœur de la réflexion du développement de l'open science. Alors, venons-en un peu à ce qui se passe et je vais être extrêmement limité à l'échelle nationale. Je vais citer que quelques cas et que quelques exemples. Mais bien sûr, on a le développement des infrastructures de recherche et des infrastructures de données. Aujourd'hui, les infrastructures de données sont considérées comme des infrastructures de recherche. Elles sont réellement prises en compte comme ça et c'est extrêmement intéressant. On a la stratégie nationale des infrastructures de recherche. Je me suis amusé à un petit comptage. 102 pages. Le terme données est présent dans 102 pages sur 170. C'est-à-dire, en fait, les données sont archi présentes dans ce document qui est extrêmement intéressant puisqu'il décrit la totalité des infrastructures soutenues dans le cadre des infrastructures de recherche. Mais les données sont vraiment là. Alors, on a tous en tête un exemple un peu emblématique qui est le Centre de données astronomiques de Strasbourg, mais je ne vais pas en parler. Michel Marian a parlé de HAL, etc. Bon, de ce volet. Ça fait partie des infrastructures. Donc là, on est dans l'ouverture des publications, mais aussi maintenant dans l'ouverture des données, et elle va être aussi potentiellement quelque chose, une infrastructure intéressante pour cela. Mais il faut absolument accompagner le développement de ces infrastructures et les personnels IST sont extrêmement importants. Alors, aujourd'hui, on a des organismes de recherche qui ont déjà développé cette culture du partage en prenant des positions politiques précises, en définissant des règles de bonne pratique. Je pense à l'INRA, à l'IRSTEA, à l'IFREMER. On a des avis déontologiques sur la gestion des données de recherche qui ont été produits également. Donc, il y a une réflexion sur les données dans le processus de recherche, que faut-il en faire. Il y a des mesures incitatives, les actions mastodontes du CNRS sont très d'ailleurs ouvertes à d'autres organismes que le CNRS. BSN10, cartographie des centres de données, Michel Marian en a parlé, et nous avons dans la salle, nous avons un poster qui est près de la pause café. Non, c'est pas celui-ci, il y en a un à l'extérieur qui est près de la pause café, et dans la salle, Violaine Rebouillat qui est en charge de cette étude au nom de BSN10 est dans la salle, donc vous pourrez la contacter pour discuter de ce problème-là. BSN9 d'Oranum, la sensibilisation et la formation à la gestion des données de recherche, par des formations à distance. Là, on a un projet avec les urfistes et l'INIST CNRS. Donc là, quelque chose des actions qui sont extrêmement concrètes et pratiques, qui veulent toucher réellement les acteurs au niveau le plus présent dans les laboratoires. Je mentionne également un service d'aide à la création de plans de gestion de données qui est en train de se développer, de s'installer à l'INIST, qui là aussi sont des services extrêmement pratiques pour faciliter la gestion des plans de données dans les projets. On voit qu'il y a énormément que ça bouge beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes aussi nombreux, c'en est une preuve que aussi dans les universités, on s'intéresse à ça, à cette idée qu'il faut absolument gérer correctement ces choses-là. Alors, je voudrais parler également de deux choses. Un document qui est extrêmement intéressant, qui est en train de naître, mais que la loi numérique a nécessité de modifier un peu, qui est un document produit par un ensemble de juristes, mais pas que des juristes, de différents organismes de recherche, et qui devrait sortir avec cette idée d'être un guide pratique pour le chercheur qui se pose des questions sur quelles données, quoi faire, etc. Et puis, je voudrais parler du livre blanc que le CNRS a produit sur une science ouverte dans une république numérique, qui est en cours d'actualisation et qui va probablement servir aussi comme argumentation pour les fameux décrets qu'il faut maintenant rédiger. Alors la loi pour la république numérique, je passe sur cette première partie qui est l'open access et cette idée qu'on peut déposer des articles après des délais de 6 et 12 mois et que le chercheur a la liberté de le faire, pour m'intéresser à la deuxième partie de cet article 17 qui signale que les données sont
libre. Alors il faut regarder le début. Dès lors que les données issues, etc., ne sont pas protégées par des droits et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, leur réutilisation est libre. Voilà, on est vraiment dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un chercheur qu'il faudra inciter à transcrire et à mettre à disposition ces données, l'a fait, la réutilisation est libre. Et l'article 18 bis, sur lequel j'ai personnellement un petit... Voilà, je ne suis pas tout à fait content, mais on n'est jamais satisfait, une loi, c'est un consensus. Il y a une limitation extrêmement embêtante à mes yeux, qui est qu'on ne peut faire de la fouille de données, donc d'analyser des données et des ensembles de données, que si ces données sont incluses ou associées aux écrits scientifiques. Je trouve que cette limitation qui a été réintroduite tout à fait à la fin du processus législatif dans la commission mixte paritaire de cet été est une limitation importante et limitation qui n'existe pas dans le texte futur de la directive européenne, en tout cas à ce stade-là, puisque le texte qui traite du texte et du data mining pour la révision de la directive européenne dit que sur des textes ou tout autre contenu pour lequel il dispose d'un droit d'accès. Donc il n'y a pas de limitation aux écrits scientifiques. Ça fait une différence majeure, mais je pense qu'on y reviendra, ça peut être intéressant. Alors oui, partager les données, très bien. Mes données sont à moi. Les données des autres, j'aimerais bien y accéder aussi. Hein. Tes données sont à moi également. Je pense qu'il faut sortir de cette idée que les données sont à moi et les inscrire vraiment dans le partage. Alors, différents groupes à l'échelle européenne ont fait des choses et ont pris des initiatives pour aller dans ce sens du partage. Et je voudrais mentionner l'Alliance pour les données de recherche qui naît, et je terminerai là-dessus parce que c'est un ensemble, et là j'invite l'ensemble des participants de cette salle à être plus présents dans cette alliance. L'idée de cette alliance qui a été lancée en 2012, c'est de lever les barrières au partage des données scientifiques et de les lever en définissant en commun des technologies, des infrastructures, des règles, des recommandations, des règles de bonne conduite, des pratiques, etc., entre un certain nombre d'acteurs des données de recherche. Et il y a, alors je vais revenir là-dessus, il y a plus de 4000 participants aujourd'hui qui sont répartis dans 70 groupes de travail et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits de façon intéressante. On commence à voir aujourd'hui des projets d'adoption, de recommandations dans des projets particulier dans des services. Autrement dit, on est bien dans une logique de pragmatisme et de développer des choses. Je vous invite à participer à cette initiative absolument fondamentale et intéressante. Voilà les types de groupes dans lesquels on peut se situer. Et moi, je suis là pour assurer la publicité à l'échelle internationale pour que les professionnels de l'IST ne soient pas absents de ce système-là. Il y a eu une très belle semaine internationale sur ce sujet début septembre. Merci beaucoup. Merci Francis pour ce timing parfait. Nous sommes dans les temps, avec le retard réglementaire et inévitable. Merci pour ce panorama assez complet. Bon, forcément un peu frustrant parce qu'on n'a pas trop le temps non plus d'approfondir, mais ça donne une idée de la richesse de la question. On a 5 minutes. On va se prendre 5 minutes de décalage, mais pour prendre une ou deux questions peut-être, s'il y a des... Mais vraiment, on sera désolé, ce sera très frustrant, hein, parce qu'on a encore beaucoup de monde après. Dans la première présentation de M. Marian, donc on a évoqué cette loi pour une république numérique qui vient d'être votée par le Sénat. Et dans votre deuxième présentation, on a vu un super nuage au niveau européen, qui se dessine au niveau européen. Et donc je voudrais savoir ce qu'il en est des autres pays. Est-ce qu'ils ont voté des lois qui sont, je dirais,
proche, en tout cas, de celle qui vient d'être votée, et comment finalement on peut intégrer les données en respectant, on va dire, les mêmes contraintes imposées par les lois de ces différents pays européens. Je vais vous donner les éléments de... Oui, je vous donne les éléments de réponse que j'ai. Peut-être Francis ou d'autres pourront compléter. La loi française pour la partie open access est très inspirée d'une loi allemande qui est passée il y a 1 an ou 2 ans, 2 ans peut-être. C'est-à-dire qu'elle est basée sur le principe d'un nouveau droit qui est ouvert aux chercheurs. Hein, c'est le même mécanisme en Allemagne et en France. Ce qui n'est pas identique en Allemagne et en France, c'est la durée des embargos. C'est-à-dire que, enfin des embargos, le délai à partir duquel le chercheur acquiert ce droit. En France, donc je l'ai dit, c'est 6 mois sciences dures, 12 mois sciences humaines. Et en Allemagne, c'est 12 mois, aussi bien pour les sciences dures que pour les sciences humaines. Il y a une loi aussi en Italie, qui est passé il y a, pareil, je crois que c'est 2 ans, avec l'open access à 18 mois en sciences dures et 24 mois en sciences humaines. Voilà pour les lois que je connais. Pour les autres pays, je ne sais pas, il y a des discussions, je crois en Espagne, dans d'autres pays, mais je n'ai pas le détail. Oui, oui, moi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi j'ai parlé spécifiquement des données, donc de l'article 18 bis, enfin du problème du TDM et de l'exploitation des données, la capacité et la possibilité d'exploiter les données. Mais là, on a une loi en France, voilà, elle va être promulguée, on en est au stade de l'écriture des décrets d'application. La réflexion à l'échelle européenne, c'est l'évolution de la directive de 2001. C'est un processus long. Qui démarre, hein, il commence à y avoir des textes, mais ça va être assez long. Le processus final, c'est que si cette directive est votée, ensuite, il y a un certain temps pour que les pays transposent dans leur législation propre cette directive. Donc aujourd'hui, sur la limitation que j'ai pointée du doigt sur l'article 18, sur la possibilité de n'exploiter en France que les textes que les données provenant d'écrits scientifiques. Voilà, c'est la loi française actuelle. C'est quelque chose qui n'existe pas à l'échelle européenne, qui est beaucoup plus large. C'est également le cas au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc., où il n'y a pas de limitation particulière sur le type de données. Le périmètre d'application est beaucoup plus large. Mais donc, tant mieux, si le texte passe à l'échelle européenne de façon large, on aura un retour dans la législation française, nécessairement, au bout d'un certain temps, bien sûr. Mais alors aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut se contenter de ce qu'on a, mais c'est quand même la réalité. On a là une loi et elle va rentrer en application. Et tant mieux, faisons-la jouer pour développer HAL, pour développer l'accès, pour développer encore le plus possible l'exploitation des publications scientifiques et des données associées aux publications scientifiques. J'ajoute juste une chose, oui, j'aurais dû préciser. Alors, ce dont j'ai parlé, moi, ce sont les lois portant sur l'accès ouvert, l'open access. Maintenant, sur le TDM, les pays qui ont légiféré sont ceux que Francis a cités, c'est-à-dire Grande-Bretagne, États-Unis, Japon. Et à ma connaissance, les Allemands sont en train de discuter, mais il n'y a pas encore de loi, ni en Italie.